Songez à une reine dotée d'un tel pouvoir. Elle affronta les papes, déjoua les assassins et étendit son empire. Pourtant, dans l'enceinte de son palais, son corps se décomposait sous le poids du parfum, du poison et de la vanité royale. La reine Élisabeth II était une énigme, incarnant la royauté divine, mais en réalité une femme qui ne s'était pas lavée depuis des mois. Une monarque célébrée par Shakespeare, mais qui trouvait la mastication douloureuse. Une pionnière politique dissimulant son apparence déclinante derrière un masque chimique. L'histoire loue sa magnificence, mais cette vidéo révèle le côté crasseux de sa façade poudrée. Car la Reine Vierge était tristement célèbre pour ses pratiques d'hygiène les plus répugnantes, dangereuses et fétides jamais consignées dans les annales royales. Ses dents pourries jusqu'à la moelle, empestant la cour, ses perruques grouillant d'asticots, sa peau empoisonnée par des cosmétiques qui s'écaillaient, et ses funérailles si putrides qu'elles vidèrent de presque les rues. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi Élisabeth, masquant sa royauté, inspirait la peur même à ses proches, et pourquoi le mythe malodorant entourant l'odeur de son corps décédé persiste comme un murmure glaçant dans la tradition historique. Avant d'explorer plus en détail, n'hésitez pas à indiquer votre lieu de visionnage dans les commentaires pour contribuer aux réflexions de notre public mondial. Si vous êtes médianement prêt à découvrir les aspects désagréables de ce récit, cliquez sur j'aime, partagez-le avec un ami passionné par la vie royale et abonnez-vous à Histo Eureka pour découvrir d'autres récits effrayants, sombres et stupéfiants, cachés sous le vernis aseptisé de l'histoire. Prêt? Commençons par examiner sa plus infâme affliction. Imaginez que nous sommes à la fin du XVIe siècle. Vous êtes un ambassadeur chargé des relations diplomatiques avec l'une des personnalités les plus puissantes d'Europe. Dans son somptueux hall baigné d'une lumière dorée filtrant à travers des vitres teintées, elle se tient debout, majestueuse, posée, radieuse. L'odeur vous prend alors comme un coup de poing dans l'estomac. Vous luttez pour rester insensible, les larmes vous montent aux yeux. Une pensée vous traverse l'esprit. Y a-t-il quelque chose de pourri à l'intérieur? En effet, la reine Élisabeth I n'était pas seulement tristement célèbre pour sa mauvaise haleine, sa bouche abritait une cavité cariée avec des dents décolorées accrochées obstinément à ses gencives comme des cadavres obstinés. Les visiteurs le documentaient, les courtisans le murmuraient et même ses assistants personnels imploraient des soins dentaires. Pourtant, Élisabeth tenait bon. Elle était plus qu'une reine, c'était une femme. Pour elle, la douleur incarnait la faiblesse. La carie de ses dents avait commencé vers la vingtaine, un mélange de génétique, de stress et d'une alimentation riche en sucre provenant de ces chères colonies des Caraïbes. Le sucre symbolisait le statut social. Et Élisabeth, elle s'en délectait. Au lieu de chiffon imbibé de sel ou de suie en guise de brosses à dents primitives, Élisabeth opta pour le miel, une substance sucrée qui aurait pu accélérer la carie dentaire au lieu de protéger ses dents. Malgré la chute de ses molaires vers la quarantaine, laissant des moignons noircis, rappelant des chevilles, sans vie, et sa difficulté à mâcher même du pain mou, personne n'osait aborder le sujet. Un médecin suggéra l'extraction d'une dent, mais elle lui interdit de revenir. Elle le défia de s'arracher une dent avant la sienne, voulant une preuve que cela ne lui ferait pas mal. Il accepta en public, mais se retrouva à hurler, à saigner et à s'évanouir. Elle esquissa un sourire narquois. En partant, elle se serra la mâchoire. L'agonie n'était pas la douleur, mais l'arrogance. Élisabeth reconnaissait son déclin, mais révéler sa faiblesse risquait de nuire à son image. À une époque où les femmes étaient considérées comme fragiles, elle ne pouvait se permettre d'afficher son malaise. Au lieu de cela, elle inventa des coutumes. Elle répandit des pétales de rose pour masquer l'odeur de ses gencives, mâcha des épices aromatiques comme le clou de girofle et la cardamome pour adoucir son haleine, et commanda des couverts en métal argenté pour que ses dents paraissent royales en mangeant. Pourtant, l'argent ne pouvait masquer la puanteur. Il n'apaisa pas la toux des dignitaires étrangers qui se débattaient près d'elle pendant les discours. Et il n'empêcha pas les fuites, les lettres qui révélèrent son secret. Un ambassadeur espagnol écrivit « Elle est fascinante, intelligente et majestueuse ». Certes, sa bouche était comme un cimetière silencieux. Ses dents s'effritaient, et son articulation aussi. Les mots se transformaient en sons confus. Son éloquence habile se réduisait à des murmures. Shakespeare a soigneusement conçu les dialogues de sa pièce afin d'éviter les mots difficiles à prononcer pour une reine qui avait du mal à manger en public. Les banquets d'État se transformaient en spectacle. Elle levait sa coupe, arborait un faux sourire, puis se retirait derrière des éventails et des paravents pour dîner en privé ou s'abstenir complètement. Ses servantes prêtaient de serments de discrétion. Cependant, certaines rompèrent cette promesse, leurs souvenirs ternis par le dégoût. L'une d'elles griffonnait, l'odeur était indescriptible, ne faisant pas référence à son hygiène personnelle, mais plutôt à l'haleine de sa majesté. Même ses médecins, tout craintifs qu'ils étaient, tentèrent d'intervenir. Ils proposèrent des plombages à la feuille d'or. Pourtant, elle refusa leurs conseils.
Ils suggérèrent des bains de bouche apaisants aux herbes. Elle les accusa plutôt de sorcellerie. Finalement, la carie atteignit sa mâchoire. Avec son âge avancé, la peau de ses joues s'affaissait, la douleur irradiant du cou jusqu'aux oreilles et aux tempes. Pourtant, elle refusait toute aide. Son pouvoir ne provenait pas seulement des armées ou de la loi, mais de son image, jeune, immortelle, divine. Cette image pure était cruciale. Ainsi, elle intensifiait le rouge à lèvres, masquait la douleur par des sourires forcés et interdisait toute apparition sans maquillage. Ces portraits révélaient une réalité différente. Des dents nacrées, des lèvres roses, une perfection inaccessible. C'étaient des tromperies, conçues par des artistes inquiets qui savaient que révéler la véritable Élisabeth pourrait leur coûter la vie. La Reine Vierge préféra la décadence à la vulnérabilité dans sa quête de jeunesse éternelle. Sa bouche devint un tombeau caché qu'elle portait en elle, et personne n'osa le découvrir. Ce n'était que le début. Peut-être y avait-il une horreur plus grande sous sa perruque. Plongeons dans l'eau. Pure, revitalisante, innocente, pas pour Élisabeth, elle la considérait comme une ennemie. La reine Élisabeth, surnommée la Reine Vierge, nourrissait une profonde méfiance envers l'eau, tant dans ses boissons que sur son corps. À une époque où les rivières anglaises fonctionnaient comme des égouts et où les connaissances médicales étaient douteuses, sa prudence n'était pas totalement infondée. Pourtant, cette appréhension se transforma en obsession. Elle en vint à croire que l'eau pouvait s'infiltrer par ses pores, transmettant des maladies directement dans son sang. Se baigner était considéré comme dangereux plutôt qu'hygiénique. Ses médecins personnels partageaient cette croyance, la mettant en garde: prenez un bain et votre corps ne se desséchera jamais intérieurement. Vous pourriez vous noyer dans l'humidité au niveau cellulaire. Elle adopta donc une alternative, le parfum. Elle s'en imprégna abondamment. Sa routine d'hygiène se transforma en un rituel trompeur de superposition de parfums. Au lieu de purifier son corps, elle le masquait. Des domestiques lui offraient un linge imbibé de vinaigre, d'eau de rose et de vin pour tapoter délicatement, et non frotter, la surface de sa peau. Ce n'était pas pour la nettoyer, mais simplement pour la parfumer. Les robes d'Élisabeth étaient imprégnées d'huile de bois de santal, de myrrhe et de musc pour masquer l'odeur de son corps sale sous ses multiples couches de vêtements. Même en été, sous des vêtements tels que corsets, chemises, jupons et jupons, la sueur et la peau créaient une harmonie nauséabonde. L'odeur était plus que désagréable, elle était infâme. Un émissaire français se souvint de l'avoir approchée et d'avoir senti une odeur nauséabonde de pourriture mêlée de rose, lui donnant presque des hauts-le-cœur. Dans ses appartements, l'air était lourd d'encens, de sachets de lavande et de linge sale. Élisabeth résistait à toute tentative de changer souvent ses draps. Elle considérait l'odeur de son propre corps comme une encre pour ses rêves. Ses servantes, tenues au secret et souvent nauséeuses, partageraient plus tard leurs anecdotes. L'une d'elles affirmait que la chemise de nuit de la reine était si raidie par la sueur et l'huile qu'elle se tenait debout sans support. Pourtant, elle était méticuleuse en matière de propreté. En substance, elle imposait à ses courtisans une apparence impeccable en toutes circonstances, car la moindre trace de transpiration pouvait entraîner une expulsion de la cour pendant une semaine. Pourtant, ces pratiques d'hygiène personnelle, un véritable mensonge. Elle possédait une baignoire, une grande baignoire en porcelaine, ornée de chérubins dorés, souvent emportée lors des voyages royaux. Cependant, lorsqu'elle s'en servait, elle était loin d'être propre. La routine du bain d'Élisabeth commençait par la dispersion de pétales parfumés par ses servantes nerveuses, suivie d'un déversement d'eau tiède, toujours ni trop chaude ni trop froide, et consacrée par un prêtre de la cour. Une fois remplie, la reine s'immergeait doucement sans se laver, profitant plutôt du parfum. Il était interdit à ses servantes de la voir directement, attendant silencieusement qu'elle se baigne parmi les huiles en décomposition, les pétales flottants et les vestiges de jours, voire de semaines, sur son corps. Dans le bain, l'eau n'était pas changée, mais parfumée au fur et à mesure qu'elle devenait trouble. On utilisait des fragrances comme le musc, la civette et le patchouli. Après de longues heures immergées, elle en ressortait pâle et ridée, non pas enveloppée dans des serviettes, mais dans des draps de satin censés préserver son éclat. À la fin de ces rares rituels de bain, l'eau ressemblait à une soupe. Le parfum était extraordinaire. Une servante décrivait l'arôme comme semblable à celui de fleurs funéraires trempées dans du lait. Lors de ces cérémonies occasionnelles, le corps d'Élisabeth se décomposait. Sa sueur se mêlait aux cosmétiques à base de plomb. Ses aisselles y étaient rarement touchées. Son dos resta intact pendant des semaines. Pourtant, elle s'accrochait à l'idée de propreté. Pour Élisabeth, la propreté n'était pas une question de santé, mais d'esthétique. Les parfums étaient les supérieurs à la stérilité. Les illusions éclipsaient les infections. Cependant, son corps commença à la défier. Elle développa des éruptions cutanées sur ses cuisses. Des plaies ouvertes apparurent dessous son corset. Des fragments de parfum s'accrochaient aux bras d'Élisabeth, semblables à des écailles de poisson.
Les médecins la pressèrent de prendre un bain complet, même bref. Cependant, elle résista. Un jour, un médecin tenta d'appliquer une pommade nettoyante derrière ses oreilles. Elle cria, l'accusa de sorcellerie et le fit renvoyer. Sa peur de l'eau était irrationnelle mais profonde. L'eau, autrefois pure, semblait désormais le plus grand danger pour Élisabeth. Nombre de nobles partageaient cette hantise du bain. Cependant, Élisabeth transforma sa réticence en rébellion spirituelle. Elle considérait sa peau comme une éponge absorbante puisant son pouvoir dans les huiles. La sueur devint son moyen de purification, purifiant son âme. Elle considérait son parfum comme divin, même si d'autres le trouvaient offensant. Les monarques étrangers se moquaient secrètement de la rose d'Angleterre, la qualifiant de pourrie sur sa tige. Pourtant, aucun n'osait l'affronter directement. En tant que reine, l'odeur de sa personne devint synonyme du trône, dégageant une aura intouchable, sacrée et terrifiante. Avec le temps, ses habitudes de bain déclinant, une autre obsession se développa, la peinture. Pour dissimuler les caries sur une peau longtemps négligée par le savon, Élisabeth commença à se couvrir de peinture blanche au plomb. Le parfum masquait l'odeur, la poudre les lésions, mais il ne pouvait masquer la réalité. Sous tout cela, parfum, musc, mythe, se cachait un corps soumis à sa propre majesté. Le maquillage ne se contentait pas de rehausser sa beauté pour Élisabeth Ire, il servait aussi d'armure, de propagande et de déclaration de divinité. Cependant, le matériau qui accentuait son élégance royale a fini par la corrompre de l'intérieur, car le teint pâle caractéristique de la reine Élisabeth n'était pas naturel mais artificiel. Il avait été minutieusement appliqué et superposé au fil du temps, telle une seconde peau, avec un mélange appelé céruse vénitienne. La céruse vénitienne du XVIe siècle, symbole de l'élégance européenne et pourtant mortelle, était un mélange de céruse et de vinaigre, le même plomb associé à des lésions neurologiques, des insuffisances rénales et même la mort. La reine Élisabeth, atteinte de la variole en 1562, qui lui laissa des cicatrices permanentes au visage, utilisait quotidiennement cette concoction toxique pour masquer ses imperfections plutôt que par simple vanité. La peur du regard du public sur son visage défiguré était accablante. Elle se tourna donc vers la céruse, une pâte épaisse qui la transformait en une sculpture vivante, rayonnante à la lumière des bougies, suscitant l'admiration des poètes et des cordiers qui la qualifiaient de peau argentée. Les artistes la représentaient comme éthérée, mais l'impact de la céruse allait bien au-delà de la surface. La substance s'infiltrait par tous ses pores, pénétrant son sang, ses os et son cerveau, pourrissant ses traits. Sa peau se rétractait, se desquamait et se fendit, mais elle continuait à dissimuler la pourriture, préservant sa façade. Sous la peinture, des plaies fleurissaient, ses joues étaient recouvertes d'ulcères, mais son maquillage, intact par les domestiques, était simplement renouvelé. La chair infectée était repeinte à maintes reprises jusqu'à ce que son visage ressemble à un masque d'agonie. Vers la quarantaine, le visage autrefois expressif d'Élisabeth s'était figé, faisant saigner même un sourire. Les portraits de cette époque la représentent immobile, majestueuse, sereine, mais cette immobilité était imposée. Chaque mouvement était douloureux. Et ce n'était pas seulement de la céruse. Sa routine beauté incluait des mélanges nocifs pour obtenir des joues du rose avec du cinabre, du sulfure de mercure, le composé qu'elle utilisait pour ses lèvres, du vermillon, une autre substance mercurielle qu'elle utilisait. Sur sa peau craquelée et ensanglantée, elle les appliquait, ses yeux bordés de noir, de lampes faits de suie et de cendre, les pupilles dilatées, obtenues grâce à la belladone, une plante connue pour ses hallucinations, qualifièrent ses yeux de lune remplie de sang par un ambassadeur. Les produits qu'elle utilisait étaient de coûteux, entraînant une perte de cheveux, des sourcils pâles et des cils clairsemés. Elle époussetait son front, se créait des sourcils synthétiques et portait des perruques grandioses, concoctions rouges de crin de cheval et de parfums. Ignorant les supplications et les avertissements des médecins concernant la détérioration de sa peau, elle persévéra. « Mon visage est mon trône », déclara-t-elle, ce n'était pas de l'obstination, c'était de la peur. Élisabeth gouvernait une cour obsédée par la jeunesse et l'innocence. Faire preuve de faiblesse revenait à susciter l'agitation, la rébellion et le soulèvement. Elle s'accrochait de plus en plus à la peinture, à la légende et à la folie, même si son état empirait, se traduisant par des tremblements, des insomnies, de l'irritabilité et des accès de folie chez Élisabeth. L'intoxication au plomb était à l'origine de ces symptômes, se manifestant par de la paranoïa, des accusations de trahison, des accès de colère envers ses domestiques pour des délits mineurs, une rigidité osseuse et de potentielles lésions articulaires dues à la toxicité du métal. Ses doigts se recroquevillèrent et elle développa une bosse. Cependant, chaque matin, une longue routine s'imposait. Huile, poudre, peinture, blush et encore de la poudre, le tout à la lueur des bougies et en sueur. Cette procédure prenait des heures.
la laissant rayonnante mais épuisée, provoquant souvent des évanouissements. Ces médecins attribuaient ces évanouissements à un surmenage, mais en réalité, ils étaient causés par le poison. Une servante se souvint plus tard avoir arraché une couche de céruse, découvrant une plaie ouverte en dessous qui la fit vomir. Élisabeth réagit en la giflant. En public, Élisabeth était dépeinte comme la reine céleste et éternelle. En privé, elle se dégradait. Rares étaient ceux qui osaient l'admettre. Les ambassadeurs en plaisantaient dans leur correspondance. Elle empeste comme un être autrefois pur et corrompu, écrivait l'un d'eux. Le parfum ne pouvait masquer la déchéance qui se cachait sous ses traits. Ses sujets étaient tenus dans l'ignorance. Son image publique était soigneusement contrôlée, à l'instar des influenceurs contemporains. Les tableaux étaient retouchés, les descriptions aseptisées. Sous d'épaisses couches de poudre, son corps faible et enflammé était dissimulé. Dans ces dernières années, elle interdisait les miroirs dans ses appartements. Personne ne pouvait lui révéler la vérité, pas même elle-même. Elle dépérissait peu à peu. Sa mâchoire s'affaissait, sa peau jaunissait à cause d'une maladie du foie et d'un empoisonnement au plomb, signe révélateur. Pourtant, elle continuait à porter de la céruse. Même sur son lit de mort en 1603, on refusa de la démaquiller. On insistait sur le fait que son visage restait divin, même après la mort. Cependant, lorsque les embaumeurs sont arrivés, ils ont décollé la dernière couche. Déglutis sous le choc, ses joues étaient couvertes d'abcès, ses lèvres étaient écollées. Son front s'écaillait. La reine, vénérée comme des dieux, se transforma en cadavre avant de rendre son dernier souffle. Les cosmétiques qu'elle utilisait pour préserver sa jeunesse ne firent que pourrir sa chair. Le visage d'Élisabeth devint la sombre vérité de son règne. Le pouvoir ne peut arrêter la décadence. La beauté ne peut échapper à la mort. Même les monarques les plus puissants cachent la décadence sous leur trône. Mais elle n'était pas le secret le plus sombre de la cour. Ses perruques cachaient en à elles seules une horreur. La royauté se décline sous diverses formes, et pour Élisabeth I, l'une de ses plus célèbres, n'était ni faite d'or ni ornée de rubis. Elle était plutôt faite de cheveux, de poudre, de colle et parfois d'insectes. Les perruques d'Élisabeth ne servaient pas seulement à la mode, elles masquaient une réalité qui se détériorait progressivement au fil du temps. Au milieu de la trentaine, ses cheveux châtains, autrefois somptueux, commencèrent à tomber en grosses touffes. Cette période fut marquée par l'application quotidienne de mélanges dangereux sur son cuir chevelu. Des toxines comme le mercure, le plomb, l'amidon et la suie s'infiltrèrent dans ses pores, endommageant les follicules. Progressivement, mèche après mèche, sa ligne capillaire recula. Elle devint mal à l'aise. À la cour d'Élisabeth, les cheveux symbolisaient la vigueur, la puissance et la jeunesse. Les perdre, c'était perdre le contrôle. Par conséquent, elle recourut à des perruques, nombreuses, toutes plus élaborées, parfumées et imposantes les unes que les autres. Certaines étaient tressées, d'autres bouclées, d'autres sculptées dans des formes inhabituelles. Pourtant, toutes restaient imprégnées d'eau pendant des mois afin de prévenir tout dommage. La plupart de ces perruques royales étaient confectionnées en crin de cheval, en poil de chèvre, parfois en cheveux humains, obtenus auprès de servantes ou de défunts. Ils fixèrent la perruque à l'aide d'une gomme composée d'amidon, d'œufs et de graisse animale sur des structures métalliques, en prenant soin de ne pas endommager l'illusion. La perruque fut ensuite saupoudrée de poudre blanche, une substance nocive, similaire à celle utilisée pour sa peau. Partout où il y avait de la chaleur et de l'amidon, il y avait de la vie. Poux, lentes et puces étaient monnaie courante. Cependant, quelque chose de plus sinistre habitait les perruques d'Élisabeth. Des asticots. Ses anciens serviteurs, se souvenant d'un matin où ils avaient décollé sa perruque et découvert des larves blanches, frétillantes, près de son cuir chevelu, choisirent de garder le silence sur la décomposition. Évoquer la pourriture était une trahison. Au lieu de cela, ils saupoudrèrent la zone, l'imbibèrent de lavande et remplacèrent la perruque. Les dignitaires étrangers remarquaient souvent une étrange odeur de moisi émanant de la coiffure d'Élisabeth. Ni de la sueur, ni du parfum, mais une odeur organique. Un diplomate italien écrivit « La reine d'Angleterre porte un jardin sur la tête, et pourtant, je soupçonne qu'il abrite bien plus que des fleurs. » Un autre ambassadeur s'est évanoui lors d'une audience à cause de l'odeur. Chaque jour, des rumeurs circulaient sur l'odeur qui émanait du cuir chevelu d'Élisabeth. Pourtant, Élisabeth resta imperturbable. Ses perruques n'étaient pas seulement une option, mais aussi un symbole de cérémonie. Chaque matin, 2 assistantes, 3 gardes et un prêtre se réunissaient. L'atmosphère était calme car la perruque devait être sanctifiée avant d'être posée sur la tête de la reine. Un seul cheveu, s'il était perdu, était enterré. Si la perruque bougeait pendant les audiences, on s'arrêtait jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Certaines perruques étaient si grandes qu'une arche d'1,20 m devait être creusée à l'entrée de la chapelle pour son passage. Sa préférée, connue pour être une immense perruque rouge en tire-bouchon ornée de perles, pesait pourtant près de 9 kilos.
Pour la porter, elle avait besoin d'un collier en acier sur mesure. Sous ce collier gisaient les souffrances de son cuir chevelu, plaies, pustules, mycoses, plaies ouvertes, dues au poids. Malgré cela, elle persistait à les porter. Lorsque les médecins lui demandèrent de dévoiler sa peau, elle répondit avec colère « Mon cuir chevelu ne correspond pas à vos théories paysannes, il soutient la monarchie. » Sa motivation n'était pas seulement la vanité. Élisabeth se percevait comme un symbole, une icône, une déesse, un phare guidant l'Angleterre. Craignant que des fractures superficielles ne conduisent à la désintégration de son royaume, elle augmenta le poids et la hauteur de ses perruques, les rendant potentiellement dangereuses. Pour les maintenir en place, elle utilisait de nombreuses épingles, dont certaines causèrent des blessures de lit profondes et des saignements finissant par s'enfoncer dans son cuir chevelu. Les soins médicaux étaient interdits. Elle préféra les saignements à la calvitie. Durant l'hiver 1601, un serviteur rapporta qu'elle s'était évanouie lors d'une audience à la cour à cause d'une infection, la carie ayant atteint son crâne. Néanmoins, la cérémonie se poursuivit, la perruque étant réappliquée avant qu'elle ne reprenne connaissance. Chaque cérémonie à la cour était une danse sanglante. Des domestiques l'éventaient sans cesse. Des servantes lui essuyaient le front, et des pages réarrangeaient l'abondante masse de boucles sur sa tête. Derrière des portes verrouillées, les perruques étaient conservées dans une pièce sécurisée, surveillées la nuit et nettoyées avec des bains de vinaigre et un séchage rapide à la chaleur. Malgré cela, elles ne séchaient jamais complètement, ce qui favorisait le développement de moisissures dans leur doublure. Derrière ces perruques élaborées, un événement passa inaperçu. Ces perruques y avaient acquis un statut vénérable, et les critiquer était considéré comme un blasphème envers la reine elle-même. Une noble suggéra que les cheveux d'Élisabeth sentaient les tombeaux en décomposition, et elle fut exilée en Cornouailles moins d'une semaine plus tard. Personne n'osa plus exprimer un tel manque de respect. Les perruques n'étaient pas seulement inesthétiques, elles étaient sans mortelles. La poudre de plomb qu'elle utilisait pour les colorer de façon à reproduire sa couleur de peau s'infiltrait dans son cuir chevelu, puis dans son sang. Les historiens modernes suggèrent que les dernières années d'Élisabeth furent marquées par des symptômes tels que confusion, tremblement et évanouissement, imputables, selon eux, à un empoisonnement chronique au plomb. Cet empoisonnement pourrait provenir de la couronne qu'elle portait. À la fin de sa vie, son cuir chevelu s'était tellement détérioré qu'elle dut porter un bonnet en maille de fer sous ses perruques pour protéger sa peau. Malgré cela, son image de grandeur demeura intacte. Ses cheveux avaient disparu, son corps s'était décomposé, mais l'illusion de splendeur persistait. Dans ses derniers instants, elle demanda une perruque à conserver. Elle rendit son dernier soupir sous une perruque faite de crins de cheval et de poudre, dont le parfum de lavande contrastait avec l'odeur de décomposition. À sa mort, son corps était trop affaibli et décomposé pour que les croque-morts puissent lui retirer la perruque avant l'embaumement, par crainte de ce qui pourrait se trouver en dessous. La perruque resta en place même après la mort, servant de dernière couche à une vie bâtie sur les apparences. Elle était un symbole de monarchie, un masque qu'elle ne quitta jamais. La disparition de la reine Élisabeth Tyr ne fut pas aussi troublante que la décomposition rapide de son corps qui suivit. Le scandale de sa décomposition éclata après son dernier souffle. Ayant régné pendant plus de 4 décennies, elle était autrefois admirée comme une divinité. Pourtant, dans ces dernières semaines, même son royaume reflétait sa dégradation. Ses proches décrivaient un silence inquiétant. Elle ne conversait plus, ne complotait plus, ne se parait plus. Au lieu de cela, elle restait silencieuse, immobile. Enveloppée de velours, elle regardait fixement, refusant nourriture, boisson et repos. Ses gardiens la supplièrent de dormir, mais elle se contentait de secouer la tête. « Si je ferme les yeux, murmura-t-elle, je ne les rouvrirai pas. » Ainsi, la mort survint en mars 1603. Cependant, elle apporta un spectacle inattendu et macabre. Son corps se décomposait à une vitesse sans précédent, provoquant le malaise à la cour. On attribuait son déclin à l'âge, à l'humidité et aux bougies trop près de sa peau, mais la réalité était sinistre et indéniable. Élisabeth s'était progressivement empoisonnée avec des sirops, du mercure, du plomb, du parfum et des moisissures. Son corps était devenu le siège d'une catastrophe chimique progressive. À sa mort, la catastrophe se déchaîna. Ses servantes remarquèrent les premières la transformation, la peau sous ses yeux gonfla, ses lèvres s'assombrirent et sa mâchoire perdit de sa définition, non pas à cause du relâchement, mais à cause d'une dégradation interne. L'odeur fut immédiate. Malgré toutes les couches de cosmétiques, de parfums ou d'huile qu'elle appliquait, rien ne parvenait à enrayer sa progression. Son corps affaibli et empoisonné se mit à sécréter des fluides. Un liquide sombre s'écoulait de ses narines. Son cou enflait, ses doigts se tordaient comme des feuilles fanées. Ils essayèrent divers traitements, brûler des herbes aromatiques, infuser la pièce de rose, fermer les fenêtres. Une servante déposa un bol de vinaigre près de son lit pour masquer les mauvaises odeurs liées à la décomposition, mais ce n'était pas suffisant.
L'entrée de la pièce était interdite, même aux fidèles servantes de la reine qui s'étouffèrent et s'évanouirent à leur approche. Élisabeth reposait impassible dans un cercueil lourdement renforcé et doublé de velours rouge à cause de la puanteur entêtante. Personne n'osait avouer la vérité. La reine se décomposait à une vitesse alarmante, plus vite que son titre royal ne pouvait le protéger. Ses funérailles furent reportées et les courtisans débattirent de la présentation de son corps en décomposition, envisageant de retirer sa perruque ou de rajuster leur maquillage. Ils se demandaient s'ils pourraient ouvrir le cercueil sans aggraver l'odeur, tandis que les embaumeurs s'efforçaient avec leur équipement pour finalement découvrir que sa peau était fendue sous des couches de peinture, ses joues creuses et un œil partiellement enfoncé dans son orbite. D'abord méconnaissable, le visage autrefois magnifique de l'Angleterre fut exhibé devant le public. Par conséquent, on s'en tenait au rituel traditionnel. On la voilait de tromperie. Le masque mortuaire fut retouché. Une image sereine, parfaite et sans défaut de la reine apparut. Sous cette façade de cire se cachait la vérité. Ses mains étaient gantées, ses lèvres étaient cousues, son cou était enveloppé d'une épaisse dentelle, ne révélant que sa mâchoire. Tandis que le cercueil traversait Londres, des larmes coulèrent de la foule. Ils ne percevaient pas la décomposition. Ils ignorèrent l'apparition de taches sombres à travers la doublure de soie. Pour eux, elle était une légende. Pourtant, les gardes postés autour du cercueil avaient mis pour instruction de changer de position toutes les 10 minutes. Même à l'extérieur, l'odeur était entêtante. Un passant rapporta avoir observé des mouches se rassembler près de la bière, non pas sur les fleurs, mais sur le cercueil lui-même. À l'intérieur, reposait la reine autrefois magnifique, en décomposition. Son maquillage, ses perruques et son parfum se mêlaient à la décomposition, provoquant un gonflement inhabituel de son corps. Les médecins qui examinèrent, plus tard sa dépouille, découvrirent des anomalies, telles que des brûlures chimiques sur son torse, une coloration inhabituelle des organes internes, un foie carbonisé, des os poreux, des poumons remplis de sédiments et peut-être des traces de résidus de cosmétiques toxiques vieux de plusieurs décennies. Ils choisirent d'éviter de décrire son cerveau. Aucun souverain n'avait jamais décomposé aussi rapidement, ni connu une telle mort de son vivant. Pourtant, son image perdura. Les portraits la montrent encore resplendissante et éternelle, la peau claire et le sourire aux lèvres. Cependant, sous la peinture se cachait une femme morte prématurément avant même de cesser de respirer. Son héritage reste incontestablement impressionnant, caractérisé par la défaite de l'armada espagnole, le règne à une époque prospère, le mécénat des arts, la contestation du pape et la fondation de l'une des monarchies les plus prestigieuses d'Europe. Sous sa façade victorieuse, la décadence régnait. Une reine qui craignait si profondément la faiblesse qu'elle laissa son corps se détériorer sous le poids de la tromperie. Elle préféra le parfum à l'eau, les cosmétiques à la peau, le pouvoir au bien-être. Son règne fut bâti sur le mythe et elle le paya de sa vie. Même sa sépulture à l'abbaye de Westminster, aux côtés de sa demi-sœur Marie-Hire, est souillée. Pourtant, des rumeurs persistent. Le personnel de l'abbaye affirme que le tombeau exhala une odeur suave et nauséabonde pendant des années. Des visiteurs inconscients y déposèrent des fleurs. Et la légende perdure. On parle de la reine Élisabeth Hire, la reine vierge, la monarque majestueuse. Rares sont ceux qui apprennent qu'elle passa ses derniers jours à pourrir assise sur son trône. L'histoire, comme Élisabeth, privilégie l'illusion. Pourtant, vous connaissez désormais la vérité. Élisabeth est-elle davantage représentative de son époque ou prisonnière de sa propre obsession? Partagez votre avis ci-dessous. Indiquez-nous votre localisation afin que nous puissions reconnaître nos spectateurs du monde entier. Si vous avez bravé ces 5 coutumes royales fastidieuses, vous méritez d'être reconnu. Cliquez sur « J'aime » pour témoigner de votre courage. Partagez cette vidéo avec vos contacts, en particulier ceux qui considèrent la vie royale comme glamour. Et n'oubliez pas de vous abonner à Histo Eureka, où nous dévoilons les vérités cachées de l'histoire. En attendant notre prochaine rencontre, restez curieux et scrutez les légendes.